choses quand même auxquelles il va falloir être attentif. Salut Stéphane, ça va bien? Salut, bonjour à tous. Bonjour. Salut. Bon, première séance, c'est comme un coaching individuel, c'est-à-dire que notre objectif en priorité, ça va être de construire l'alliance. Alors, que je vous précise, il y a des choses à savoir également concernant cette fameuse alliance. L'alliance, c'est le nom qu'on utilise en coaching pour parler du lien particulier qu'on va construire avec un groupe. Pendant cette séance, c'est évident que, par exemple, si le manager est présent, on aura une relation particulière avec lui ou avec elle. Mais en revanche, il faudra veiller à le traiter de façon équitable. Et si dans le groupe, vous avez des personnes qui cherchent à sympathiser, c'est des choses qui arrivera et je vous en parlerai une prochaine fois, parce que certaines personnes pourront exercer une forme de séduction envers nous, envers les coachs d'équipe. Alors pas parce qu'on est particulièrement canon, hein, même si c'est un peu le cas quand même, mais surtout parce qu'ils ont des intérêts en fait à préserver et donc ils peuvent essayer de se rendre sympas, ils peuvent essayer d'avoir des stratégies comme ça pour bien se faire voir, pour essayer d'être dans vos petits papiers. Donc dans ce cas-là, il ne faudra pas que nous créions une alliance une alliance qui viendrait en fait nuire à l'alliance globale avec le groupe. Autrement dit, il ne faut pas afficher trop de proximité avec certaines personnes. Vraiment pas. C'est un piège, hein, mais un vrai piège parce que au niveau relationnel, très clairement, tu peux aussi avoir des affinités avec certaines personnes. C'est pas interdit. Il y a des personnes avec lesquelles on s'entend mieux qu'avec d'autres. Mais encore plus qu'en formation, en coaching, il faut vraiment qu'on soit attentif à ce que, par exemple, pendant les pauses, on passe pas trop de temps avec une personne, qu'on reste assez neutre ou alors qu'on se mêle au groupe pour éviter justement de donner l'impression de favoriser ou de faciliter telle ou telle personne. Donc ça, c'est un point de repère qu'on doit avoir à l'esprit. Si on a des apartés avec des personnes, ça peut arriver. Moi, ce que je fais, c'est que je révèle les choses qu'on a dites en aparté. Vraiment. Alors, sauf si, évidemment, la personne va me confier des choses. Mais dans ce cas-là, je lui demanderai d'attendre à un autre moment. Parce que les moments de pause doivent permettre de justement passer du temps avec tout le monde et de ne pas donner l'impression, en fait, de favoriser tel ou tel membre de l'équipe. Donc, dans ce cas-là, si par exemple quelqu'un me questionne, ça peut arriver, tiens, ça se passe comment, ton activité, blablabla, ou tiens, tu as parlé d'un truc ce matin, ça m'intéresse. Au retour de la pause, je vais partager les choses que j'ai pu justement évoquer avec la personne de façon à remettre tout le monde sur un pied d'égalité. Alors, j'insiste parce que c'est vraiment important. En formation, c'est peut-être pas aussi important justement de le faire. En coaching d'équipe, c'est très important parce qu'on risquerait de donner l'impression qu'on est en train de construire une alliance avec une partie du groupe. Et donc, pour éviter ça, tous les apartés doivent donner lieu ensuite à une explicitation quand on retrouve le groupe. Voilà, vous avez vu avec vos collègues, on discutait, on a parlé de cette chose-là, j'ai pensé que c'était… Alors, on va le faire de façon subtile, on va pas leur dire, bon, tout ce que j'ai dit avec eux, je vais vous le révéler. Non, on va dire, par exemple, j'ai pensé que ça serait intéressant de le partager avec le reste du groupe parce qu'on a parlé de ce sujet. Ça peut être un prétexte, hein. Parfois, ce n'est pas forcément très intéressant, mais l'idée derrière ça, c'est surtout de favoriser en fait l'équité au sein du groupe et de surtout pas de donner l'impression qu'en fait on va favoriser tel ou tel membre du groupe. Voilà, ça je souhaite vous le partager. Alors, première chose, on va parler donc des principes d'intervention. Alors, il y a quelques points de repère à avoir quand on va débuter cette première séance de coaching. La première chose, c'est que il faut avoir à l'esprit qu'en fait, notre intervention, elle va se faire donc dans un cadre avec une approche que je qualifierais d'approche systémique. Alors ça, vous avez certainement dû entendre parler de l'approche systémique. Je vais tout de suite démythifier ça. Enfin, démythifier, je ne sais pas, mais en tout cas, tout coaching d'équipe est un coaching systémique, par nature. Donc, que vous vouliez faire de la systémie, que vous soyez fan ou pas de cette approche, de toute façon, dès lors que vous faites un coaching d'équipe, vous êtes en principe d'intervention de la systémie parce que les principes de la systémie, c'est de considérer qu'on va agir sur un ensemble et pas sur des individus isolés. Donc, dès que vous faites ça, et en coaching d'équipe, par définition, vous allez travailler avec un groupe, vous allez travailler avec une équipe, vous allez être dans l'approche systémique. Alors, les principes d'intervention en systémie, il y en a plusieurs. Ceux que je vous ai notés, il faut les avoir en tête. Le tout premier, celui vraiment qui, pour moi, est la règle d'or de la systémie, c'est que le système prend le pas sur l'individu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un individu ne pose jamais problème.
il peut arriver que dans une équipe, quelqu'un ait des difficultés, il peut arriver que les autres aient des reproches à lui faire. En revanche, nous, ce qui va nous intéresser, c'est une analyse au niveau de l'équipe et pas au niveau du dysfonctionnement supposé d'un individu. On suppose toujours que l'individu fonctionne bien et que s'il est mis en cause, c'est à cause des interactions qu'il peut avoir avec l'équipe et pas parce qu'il est porteur individuellement d'un problème particulier. D'ailleurs, à telle preuve que dans une équipe, quand quelqu'un dysfonctionne, si vous le remplacez, vous pouvez être certain que dans les 3 mois qui suivent, le remplaçant, avec qui ça se passait tellement bien au début et on ne comprend pas pourquoi, tout d'un coup, il s'est mis à avoir les mêmes problèmes que son prédécesseur. Ben oui, parce que dans ce cas-là, c'est le système qui conduit à des problèmes, à des dysfonctionnements. Donc, à chaque fois, il faut que nous, on ait en tête ce principe, c'est essentiel, vraiment. Ne jamais tomber dans le piège de régler des problèmes individuels, mais au contraire, toujours réfléchir au niveau de l'équipe. Si un membre dysfonctionne, il est juste porteur d'un symptôme. Pas un symptôme le concernant, mais un symptôme concernant un dysfonctionnement qui concerne toute l'équipe. Ça, c'est primordial. Si vraiment vous devez retenir un truc ce soir, c'est ça. Parce que ça, c'est super important et on a très vite fait, très clairement, de tomber dans le piège, justement, d'aller sur de l'analyse individuelle, d'aller sur une version qui accuserait un tel ou un tel. Alors, cette personne, elle peut être porteuse, encore une fois, des symptômes, mais elle ne sera jamais la seule à dysfonctionner. Le dysfonctionnement concerne toute l'équipe. Première chose. Deuxième chose, évidemment, on va s'intéresser aux émotions. C'est notre matière première. Donc, ça veut dire qu'en fait, on va bien évidemment prendre en considération tout ce qu'impliquent les changements, notamment en termes de processus émotionnels. Ça, c'est évident. C'est pour nous une priorité. On doit gérer les processus émotionnels parce que conduite du changement, parce que coaching d'équipe, ça génère évidemment un certain nombre d'appréhensions, d'espoirs, de doutes. Et tout ça, c'est notre matière première. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant tout le processus, on va être attentif au processus émotionnel. On va s'en servir à la fois comme matière première d'analyse, de compréhension de ce qui se joue. Donc là, il va falloir être très observateur des émotions qui s'expriment, mais on va s'en servir aussi comme levier de changement. C'est-à-dire que l'émotion, elle permettra également donc au changement de s'accélérer, de s'opérer si on arrive à transformer une émotion vers quelque chose de favorable au changement. Ça, c'est les 2 premiers principes. Ensuite, on va également, et ça c'est important d'en prendre connaissance, c'est qu'en fait, il faut considérer qu'une équipe, on peut penser qu'elle a eu du succès à un moment, mais ce qui la condamne ou ce qui la met en difficulté, c'est justement les choses qui lui ont permis de réussir quelque temps avant. Donc c'est très dur ça, hein, parce que cette équipe, elle a appris, cette équipe, elle a construit des modes de fonctionnement, des routines. Tout ça, ça a pu lui permettre à un moment de réussir, mais malheureusement, c'est aujourd'hui ce qui peut la bloquer, ce qui peut la condamner, ce qui peut la mettre en difficulté. Donc on a un temps pendant lequel on va tâcher de leur faire désapprendre tout ce qui a permis la réussite. Donc ça, c'est très dur, hein, parce que pour les équipes, c'est évidemment des modes de fonctionnement, c'est des deuils à opérer, c'est un changement qui peut être vécu de façon brutale. Et donc, il va falloir, la nature ayant horreur du vide, que tout ce qui a été désinstallé, on le réinstalle, mais avec un autre logiciel. C'est-à-dire qu'on va devoir les faire travailler à partir de nouveaux modes de fonctionnement. Retenez un truc, c'est qu'une intervention systémique, une intervention de coaching d'équipe, c'est une intervention qui s'appuie sur un maximum de créativité. On travaille pas, en tout cas, on ne travaille pas qu'avec l'existant. On considère que l'existant fait partie du matériel sur lequel on va devoir travailler, mais bien souvent, et même à chaque fois, on va devoir installer des nouveaux comportements, des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons de faire. Mais il ne faut pas que ça reste simplement bloqué à un niveau que j'appellerais un niveau cérébral et intellectuel. C'est-à-dire qu'ils sont tout à fait capables de comprendre l'intérêt des choses qu'on leur partage, des méthodes, etc. Il va falloir leur faire tester. Parce que si ça reste simplement un apprentissage théorique, ça ne marchera pas. Donc, notre job pendant une séance de coaching, et vous verrez tout à l'heure comment on va réaliser ça, ça va être de faire pratiquer, de faire tester, de façon à ce qu'ils assimilent le changement, qu'ils le vivent, qu'ils éprouvent ce que ça fait, et qu'ensuite, ils mettent en place des routines et des comportements qui vont permettre de mettre en œuvre justement les apprentissages nécessaires au changement. OK ? Donc ça, ces principes-là, c'est vraiment important que vous les ayez en tête.
parce que c'est la base de notre intervention, c'est là-dessus en fait qu'on va s'appuyer. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que le changement va provenir… Alors, j'ai marqué, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je vous explique pourquoi. Le changement, il provient de la tête ou de la marge. Moi, j'aurais mis le changement provient avant tout de la marge. En fait, si je prends des entreprises, par exemple, qui ont un CODIR, le CODIR, c'est le dernier endroit où on change, c'est le dernier endroit où on a intérêt à changer. Parce que c'est l'endroit des luttes de pouvoir, c'est l'endroit des jeux d'influence, c'est l'endroit des enjeux politiques. Donc très clairement, à ce niveau-là, vous aurez beaucoup de mal à faire changer, malgré le discours, hein, parce que a priori, c'est eux qui sont demandeurs, c'est eux qui ont commandé, c'est eux qui veulent que les autres changent, mais c'est le dernier endroit où on a intérêt à changer. Donc, la marge, en revanche, elle a une liberté d'action qui va contaminer tout le reste. Et stratégiquement, c'est intéressant. Alors, vous aurez des fois des interventions en CODIR qui seront réclamées que vous ne pourrez pas éviter. Elles ne sont pas inintéressantes, mais ce n'est pas à ces endroits-là que vous aurez des effets de levier. Les effets de levier, vous les aurez à la marge, avec des équipes qui testent le changement, qui réussissent le changement, et qui vont contaminer le reste de l'organisation. Donc, on va plutôt, nous, essayer de trouver des marges, trouver des équipes, trouver des groupes qui vont s'emparer du changement, qui vont le faire avec enthousiasme, qui vont bien sûr obtenir des résultats et qui vont faire tache d'huile auprès du reste. Et là, la tête changera. Mais c'est plutôt dans cet ordre-là que ça s'opère. Je ne dis pas que c'est impossible, hein, mais encore une fois, très clairement, quand on fait l'analyse un petit peu d'une entreprise, d'une organisation, le CODIR, qui devrait pourtant être la locomotive, la figure de proue du changement, ne l'est pas du tout. Parce que trop d'enjeux politiques, parce que trop de rivalité, parce que trop de bénéfices au statu quo pour que le changement se fasse vraiment. En revanche, le CODIR, ça sera l'instance qui s'emparera du changement quand il aura été réussi ailleurs. Donc ça, c'est important d'avoir ces points de repère-là. On peut très vite se fatiguer, s'esquinter auprès d'un CODIR qui affirmera jouer le jeu, mais qui, malheureusement, en coulisses, sabotera tout changement. Ou alors, sera empêtré dans des rivalités. Ce n'est pas forcément qu'ils vont saboter, même si j'ai déjà vu, mais ils seront empêtrés dans des rivalités parce qu'ils n'ont pas intérêt, parce que l'un pense aux enjeux personnels au détriment de l'autre, et donc ils vont tout faire pour se tirer dans les pattes ou pour éviter que le changement se fasse ailleurs. Donc ça, point de repère à conserver avant l'intervention, ça il faut le savoir, c'est des choses qu'on a besoin d'avoir en tête. On doit avoir en tête également que la résistance, c'est bon signe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de résistance, si ça semble facile, si tu as l'impression que les équipes adhèrent, alors c'est agréable, hein, mais tu peux être sûr que le changement ne se fera pas. Parce que si ça prend, si ça adhère, il y a forcément des résistances. Parce que tu as des choses à perdre, parce que tu as des peurs, parce que tu as des doutes. Et tout ça, ça crée de la crispation, ça fait de la friction. Donc s'il n'y a rien, si ça paraît facile, si c'est lisse, si tu ne sens pas d'opposition, tu peux être sûr en fait que ça ne va pas marcher. Donc nous, on va jouer avec ces résistances. Je vous le disais la dernière fois, on va d'autant plus jouer avec les résistances qu'en fait, on va être bien souvent, nous, la cible des acteurs. Parce qu'on incarne le manager, on incarne la direction, et donc ils vont concentrer sur nous, en fait, toutes les frustrations, les doutes et les peurs. Donc il faut ça l'accepter, il faut être capable de le gérer, mais il faut le voir comme un indicateur qu'on est en train de faire du bon boulot. J'ai eu un coaching assez houleux une fois. Bon, j'avais compris ce principe, hein, que ce n'était pas moi en tant que personne, mais ce que j'incarnais, ce que je représentais. Et il se trouve que le directeur était dans la salle. Et à la fin, et j'ai vu pendant toute la séance, il était gêné parce qu'il y allait franco, mais en même temps, on avait posé un cadre pour qu'il puisse dire les choses. Donc là, le moins qu'on puisse dire, c'est que j'étais servi. Je leur ai déroulé le tapis rouge pour qu'ils puissent m'allumer. C'est à peine si je n'ai pas distribué les tomates pour qu'ils me les balancent. Fin de séance, bon, et tout le monde s'en va, puis le directeur, je le voyais, il vient me voir, il fait « Écoute, je suis désolé. Vraiment, mais… Puis comme tu m'avais dit de ne pas intervenir, je ne suis pas intervenu, mais j'avoue que ça m'a démangé plusieurs fois. » Et je lui ai dit, je fais « Écoute, Olivier, c'est une très bonne nouvelle. On a bien avancé aujourd'hui, je suis très confiant. » Et là, il m'a regardé un petit peu surpris, t'es sûr? Je fais « Ouais. » Là, aujourd'hui, ils ont exprimé une résistance qui fait qu'on a touché, ça y est, enfin, un enjeu sensible. Et ils se mobilisent justement pour préserver leurs intérêts, etc., etc. Et en effet, ça a été une séance déclic.
Les séances suivantes nous ont permis d'avancer et les résistances exprimées, elles montraient en fait que ça y est, on était vraiment au cœur du changement et qu'on était vraiment lancé vers quelque chose d'intéressant enfin. Parce que les séances d'avant, on était plutôt dans quelque chose d'un peu mollasson. Et moi, alors d'apparence, ça semblait sympa, mais je sentais bien qu'on n'avançait pas vers les objectifs qu'on avait besoin d'atteindre. Le fait d'avoir de la résistance, c'était le signal qu'enfin il se passait quelque chose et qu'on allait vers des choses beaucoup plus importantes. Une chose également, quand vous ferez un coaching d'équipe, vous allez les faire travailler à partir de séquences de travail, de réunions qui concernent l'aspect opérationnel. Alors, autant vous dire que quand je travaille avec l'hôpital ou quand je travaille dans le secteur de l'automobile, j'y connais rien du tout. Mais ça n'a aucune importance. Et ça ne m'intéresse pas et je n'ai aucune plus-value à aller regarder le contenu et je veux même pas savoir. D'ailleurs, souvent, on me dit, est-ce que tu veux qu'on t'envoie à l'avance? Non, ça m'intéresse pas. Parce que nous, ce qu'on va observer, c'est pas le contenu de la réunion, mais c'est les processus relationnels, c'est-à-dire comment ça se passe entre eux. Quelles sont les alliances, quelle est la qualité de la communication, quels sont les thèmes abordés, quel est le respect du timing, comment gère-t-il les sujets. C'est tout ça qui nous intéresse. L'aspect contenu, très sincèrement, aucun intérêt pour nous et vraiment, je vous déconseille d'essayer même de vous y plonger. Vous verrez que vous aurez des interlocuteurs qui voudront absolument vous faire connaître le détail de ce qu'ils vont faire et qui vous inviteront d'ailleurs à lire parce que c'est important. Non, refusez. Refusez. Dites-leur que c'est pas votre job, vous le ferez pas. Il n'y a pas de plus-value à le faire et ça vous évitera. Et surtout, c'est malheureusement un moyen de vous divertir de l'essentiel. Donc là, il faut être ferme et dire à la personne non, je le ferai pas, ça m'intéresse pas, j'ai pas besoin. Or, des fois, en face, ça grogne, des fois, en face, ils sont pas super contents d'entendre ça, mais c'est nécessaire de le faire, on n'a pas à rentrer là-dedans, c'est pas notre terrain de chasse, nous, on se concentre sur tous les autres aspects, mais pas cela. Cela nous intéresse pas du tout. J'irai même plus loin. Je vous dirais que je pense, j'ai souvent un débat avec des collègues, et vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Je pense que je suis moins efficace, moins bon, paradoxalement, en coaching d'équipe, dans les secteurs que je connais. Quand je travaille avec des boîtes qui sont dans les secteurs dans lesquels j'ai travaillé, je pense être moins pertinent, moins efficace. Pourquoi? Parce que tout simplement, connaissant le secteur, j'ai des idées bien sûr sur les sujets qu'on va aborder, je connais la matière première qu'ils abordent, je suis tenté moi des fois de dire ouais, non, je suis d'accord, pas d'accord. Et donc je perds ma capacité d'analyse et ma fraîcheur de point de vue du fait que je suis influencé par les choses que j'entends. Et même si j'essaie de me concentrer sur les processus, il n'y a pas de secret. Là, ça me parle. J'ai travaillé dans la banque, si tu me parles, je sais pas moi, de crédit, etc., évidemment que là, ça va faire tilt et ça va pour moi avoir évoqué des souvenirs en fait d'une partie de ma carrière. Donc, attention. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue. Vous verrez. Mais si vous travaillez, et souvent, évidemment, c'est tentant d'aller vers les secteurs. Ouais, tu as raison, Alicia. Je suis vraiment d'accord avec ça. Je pense aussi qu'en formation, je suis pas fan, moi, quand on me sollicite sur des thèmes que je connais bien. Alors, il y a des débats autour de ça. J'entends les pour et les contre. Hein. Je comprends tout à fait les deux points de vue. Mais je pense qu'en tout cas, en coaching d'équipe, on a tout intérêt, et c'est beaucoup mieux pour nous, je pense, d'aller vers des secteurs qu'on ne connaît pas du tout. Parce que comme ça, on limite le risque d'influence, on limite les préjugés, on limite nos idées reçues et surtout, on limite la tentation d'apporter des solutions toutes faites. Et ça c'est terrible. Quand je travaille à l'hôpital, je n'ai aucune formation médicale, aucune connaissance médicale. Alors depuis le temps, un petit peu plus. Je dis ça, c'est pas vrai. Mais en fait, je suis tranquille. Parce qu'ils abordent des sujets que je ne connais pas, donc je suis tout à fait tranquille. Je ne suis pas tenté de plonger dedans, je ne suis pas tenté de réfléchir à leur côté. Je suis vraiment là dans une position finalement assez simple. Vous savez, je suis un peu en méta. Je regarde tout ça d'en haut et j'observe ce que j'ai besoin d'observer. Les contenus, comme j'y comprends rien, eh ben, je n'ai pas besoin de me plonger dedans et je résiste à cette tentation de plonger dedans justement parce que je ne connais pas. Donc ça, c'est très, très bien. Alors faites attention parce que il faut être capable d'expliquer aussi à votre interlocuteur où est votre plus-value. Parce que ça m'est arrivé parfois d'avoir des interlocuteurs qui réclamaient de l'expérience dans leur domaine. Et moi, je leur affirmais le contraire, comme je viens de vous le faire. Je leur expliquais que ce n'était pas une bonne idée et que si j'avais de l'expérience, bah, paradoxalement, je serais sûrement moins performant que si j'en avais pas. Donc ça, il faut être capable de l'expliquer.
c'est parfois contre-intuitif pour bon nombre de managers, de dirigeants, etc., qui se sentent un peu rassurés en disant « Ouais, mais tu connais notre domaine, ça nous rassure. » Souvent, ils me disent « Bon, tu connais peut-être pas notre domaine, mais est-ce que tu as déjà travaillé avec des entreprises de notre secteur ?» C'est la même question, en gros. Hein. J'ai bien compris ce qu'ils cherchent à vérifier auprès de moi. Et là, il faut être très tranquille en leur disant non, et c'est plutôt une bonne nouvelle pour vous. Et là, après, vous argumentez, vous leur expliquez. Alors, des fois, ça passe pas, il faut être honnête. Des fois, j'ai des gens qui m'ont dit, bah non, nous, on veut quelqu'un du secteur. Mais soyez, je pense, là encore, soyez assez ferme là-dessus. Parce que sinon, si vous acceptez de travailler comme ça, je vous garantis que derrière, ça posera d'autres difficultés et un positionnement qui risque d'être un petit peu délicat. Donc, il faut faire attention à ça. Alors, ensuite, la première séance de coaching, nous y voilà. Hop. Alors, vous allez commencer par passer un contrat avec le responsable de l'équipe. Le responsable de l'équipe, c'est notre interlocuteur privilégié, en tout cas au départ. C'est celui avec lequel on va passer du temps en amont du coaching. C'est celui avec lequel, en fait, on va passer du temps également pour essayer de comprendre l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, le contrat que je passe, moi, avec le responsable, que ce soit le manager, que ce soit le directeur, bref, la personne qui est en charge d'habitude de l'équipe, c'est deux choses. Il doit rester disponible le temps de la séance de coaching. Je vous l'ai dit la dernière fois, présent, pas présent, ça va dépendre des contextes, ça va dépendre des séances. Mais s'il n'est pas présent, je dois pouvoir le solliciter à tout moment. Pourquoi ? Parce qu'il arrivera qu'au cours de séances de coaching, on ait un besoin urgent et express de le solliciter parce qu'il y a une question brûlante qui sort à laquelle personne n'a la réponse, surtout pas moi, et à laquelle seule cette personne pourra répondre. Donc, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a un sujet qui émerge, il est brûlant, on a besoin d'une réponse. Le responsable doit être joignable rapidement. Donc, ils sont prévenus. Hein, dans ce cas-là, je leur dis à chaque fois, tu restes en alerte. Tu es d'astreinte, donc si j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes ou que tu sois joignable par téléphone ou en visio, peu importe, mais il faut qu'on puisse te solliciter. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si le manager, le responsable participe aux séances de coaching, dans ce cas-là, on se met d'accord sur la façon dont on va interagir l'un avec l'autre. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit cohérent par rapport à la posture qu'on prend. La pire des choses, et ça m'est arrivé, c'est d'avoir un manager avec qui tu pensais, en tout cas, t'être mis d'accord en disant, écoute, voilà les sujets, voilà ce que je te propose. Face à l'équipe, j'aimerais en fait que tu conserves une posture assez neutre et que je puisse te solliciter en dernier recours si j'ai besoin d'éclaircissements, si je dois faire le lien entre l'équipe et toi. Ouais, ok, tout va bien. Et en fait, à la première occasion, ce manager s'est défilé, il a pris parti pour l'équipe. Ah non, mais ils ont raison, je suis d'accord avec eux. Hein, ok, c'est tout le contraire de ce qu'on s'était promis de faire. Donc, il faut être très clair là-dessus. Expliquer au manager qu'il y aura sûrement des moments où ça sera un peu tendu, ça sera un peu houleux, ça sera un peu litigieux. Mais si on est au clair sur le travail qu'on réalise ensemble et ce qu'on veut faire, c'est pas pour qu'à la première occasion, il se débine. Hein. Donc ça, il faut le faire très sérieusement. Je peux vous le dire parce que ça m'a servi de leçon. Hein. Et quand je l'ai regardé, je l'aurais bouffé. Je pense qu'il a dû voir mon regard. Là, j'ai du mal à me contenir parce qu'il m'a lâché, quoi, en gros. Il m'a lâché, et surtout sur un sujet sur lequel il m'a demandé d'intervenir, sur lequel on devait travailler et qui n'était pas négociable normalement. Et à la première occasion, il m'a lâché en disant « Oh non, mais ils ont raison. » Ouh. Donc après, autant vous dire qu'il y a eu explication de texte à la fin du coaching. Je lui ai dit, écoute, ça c'est pas possible. Je ne travaille pas comme ça. C'est terminé. Pour moi, on arrête. Bon, après, on s'est rabiboché. Mais il faut être très, très clair et très ferme là-dessus en expliquant, voilà, comment tu vois les choses, comment moi je les vois. Est-ce que quand on a des choses à se dire, on attend par exemple une pause ou on attend un moment pour échanger ensemble? Est-ce qu'on peut s'interrompre? Si on n'est pas d'accord, comment on gère ce désaccord devant les autres? On l'affiche pas, on s'arrange pour trouver un moment pour échanger ensemble. Tout ça, ça ne doit pas être justement fait dans l'improvisation. Il faut absolument l'avoir défini et bien sûr le respecter. Parce que ça, c'est valable des deux côtés. Hein. Si je me suis mis d'accord avec le manager pour ne pas l'interrompre, je ne vais évidemment pas l'interrompre. Je vais lui permettre parfois, j'ai un exemple, j'ai un manager avec qui je travaille régulièrement. On a passé un deal ensemble. Quand l'équipe aborde des choses et que lui estime devoir répondre,
il me fait un petit signe discret de la main. C'est-à-dire que, mais c'est à moi en dernier recours de juger si je lui passe la parole maintenant. Alors bien sûr, moi je vais lui passer la parole, il ne s'agit pas de le brider, mais soit je garde la main parce que j'estime que ce n'est pas le moment qu'il réponde, donc dans ce cas-là, je vais peut-être creuser, questionner ou apporter des choses, et après je lui passe la main, ou alors tout de suite je lui passe la main parce que je sens qu'il a un truc à dire et que ça va dans le sens de ce qui me paraît intéressant. Mais ça, parce qu'on s'est mis d'accord. Donc là, on est rodé. Alors moi, il se trouve que je vous dis aussi, en fait, quand on fait le coaching d'équipe, on bouge beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous le faites en formation. Moi, je le fais aussi, j'ai la bougeotte. Mais en fait, on bouge beaucoup, il ne faut pas rester statique. Il faut pouvoir, en fait, avoir une vue la plus périphérique possible et adopter plusieurs points de vue. Donc, pendant une séance, je ne vais pas rester au même endroit. Je vais me poster à plusieurs endroits différents pour avoir une observation différente et pour ressentir un peu les énergies à l'endroit où je me trouve. Tiens, est-ce que je suis à l'aise là ou est-ce qu'à l'inverse, ici, ouais, ça tire à balles réelles, je vais peut-être me planquer. Et donc, il faut toujours avoir un œil sur le manager dans ce cas-là. J'ai souvent un œil sur lui dans ce cas-là, je pense à cette personne. Et en fait, on peut comme ça, ensemble, interagir. Donc, il a un petit signe, on a convenu d'un petit signe. Et c'est moi qui garde la main et qui lui passe justement le relais quand je pense que c'est efficace. Hop. Alors, l'acronyme de ce qui concerne notre travail. Alors ça, c'est un moyen mémotechnique pour vous, que je vais vous donner, pour vous permettre de savoir en fait les choses sur lesquelles vous devez travailler pendant une séance de coaching. Bien sûr, il y a d'autres sujets qu'on va pouvoir aborder, mais vous allez comme ça avoir un point de repère avec la méthode VELOS. Alors, la méthode VELOS, elle dit quoi? Grâce à cet acronyme, vous saurez que pendant une séance de coaching, vous allez vous intéresser aux valeurs de l'équipe. Qu'est-ce qui les réunit? À quoi ils attachent de l'importance? Qu'est-ce qui, pour eux, est prioritaire? Donc, on parle des valeurs du groupe. Je parle des valeurs du groupe, attention. Je parle des valeurs constatées, je ne parle pas des valeurs d'affichage. Celles qui sont sur le mur de l'entreprise et qui racontent que l'entreprise est responsable, qu'elle est respectueuse de l'environnement, qu'elle fait attention au bien-être de ses salariés et de ses clients. Non, celle-là, bullshit. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est les valeurs partagées, constatées par l'équipe, exprimées par l'équipe. Ça, on va vérifier la cohérence entre ces valeurs et les comportements. C'est-à-dire que si une équipe me dit que chez elle, il y a, par exemple, je ne sais pas moi, de l'écoute, et qu'en fait, dès que quelqu'un prend la parole, il se fait couper méchamment, là, bien sûr, je vais agir en leur disant, elle est où cette valeur d'écoute? Il faudra que vous m'expliquiez comment elle s'exprime, parce que là, je ne la vois pas, je vois tout le contraire. Donc, en fait, on a constamment ce jeu entre ce que déclarent les équipes et surtout ce qu'elles montrent. C'est ça qui m'intéresse, moi. Encore une fois, on ne prend pas pour argent comptant les déclarations des équipes. Moi, je veux bien les croire, je ne suis pas méchant au départ. Mais après, il faut qu'elles me démontrent que s'il y a une valeur d'écoute, de bienveillance, de performance, il faut qu'elles démontrent en fait dans leur comportement que c'est cohérent par rapport à ce qu'elles montrent et par rapport à ce qu'elles font. Là, dans ce cas-là, on sera d'accord. Deuxième chose que nous, on va observer également, ce sont les expériences partagées. Ça, c'est notre matière première. Je vous ai dit, les séances de coaching d'équipe, ce n'est pas des séances de formation. Ce sont des séquences de travail. Ça veut dire qu'on va observer l'équipe en train de travailler. Et à travers l'observation, bien sûr, on aura des références à des expériences passées, on aura des références à des séquences de travail, et ça, c'est notre matière première. Parce que c'est avant tout là-dessus que nous, on va travailler. On va travailler sur leur façon de s'organiser, leur façon de prendre des décisions, leur façon de coopérer ou pas. C'est tous ces éléments-là qui vont nous intéresser et qui vont vraiment représenter la matière première. Ça, c'est indispensable, c'est essentiel pour nous. On va vraiment beaucoup capitaliser là-dessus. Ensuite, le langage commun. Le langage commun, c'est en coaching individuel, on parle de métacommunication. C'est-à-dire qu'on va faire parler les mots. C'est-à-dire que derrière des notions abordées, est-ce que tout le monde partage les mêmes représentations? Je peux vous donner un exemple. Quand j'entends une équipe parler d'autonomie, systématiquement, je les fais s'exprimer là-dessus. Alors, stop, c'est quoi l'autonomie pour chacun d'entre vous? Et là, le but du jeu, c'est d'arriver à une représentation commune ou pas. Certains vont constater qu'en fait, derrière ce terme, il y a des représentations différentes. Et si, en effet, on s'aperçoit qu'on n'est pas cohérent, il va falloir revenir sur ces termes et qu'on s'accorde. Et qu'on soit capable, justement, de donner une représentation commune.
Donc ça, c'est important. Ça fait partie de notre job. Dites-vous que toutes les notions floues, moi, ce que j'appelle une notion floue, c'est un terme qui mérite d'être explicité en équipe. La liberté, l'autonomie, l'indépendance, la performance. Pour moi, ça ne veut rien dire, ça. Hein. Ça ne veut rien dire tant qu'on n'a pas construit un langage et des représentations communes. Pour l'instant, pour moi, ça reste des paroles teintées d'intention. Ouais, Clément, la bienveillance, hein. Oh, que oui, que oui. Ah oui, vraiment, par exemple. Très bon exemple. Donc, tous ces termes-là, il faut qu'on ait un petit peu un radar. Dès que vous entendez un terme comme ça, stop, attendez, expliquez-moi, vous parlez tous de bienveillance là, mais concrètement, comment elle s'exprime? C'est quoi pour vous? C'est quoi la limite? C'est quoi la contrepartie? Bref, tout ce qui nous permettra de bien vérifier qu'on est d'accord avec ça. Et croyez-moi, il y a du boulot parce que, évidemment, souvent, on s'aperçoit que derrière ce terme, on a tellement de représentations divergentes que, au final, on est sur des représentations très différentes. Donc, il faut que nous, on mette tout à plat et qu'on s'accorde tous sur ces notions de façon à ce qu'on parle de la même chose. Parce que si on ne parle pas de la même chose, c'est bien évident qu'on va nourrir des incompréhensions et des dysfonctionnements. Et tout l'enjeu d'un coaching d'équipe, c'est au contraire de gommer les dysfonctionnements et de permettre à chacun en fait, de partir sur des choses qui nourrissent le collectif. Ensuite, on va bien sûr aborder la question des objectifs individuels et collectifs. Alors ça, c'est important parce que dans beaucoup d'organisations, je le constate, il n'y a pas d'objectif. Ça paraît très étonnant, ça paraît paradoxal. Il y en a, ou alors, quand il y en a, ils sont très flous. Quand vous échangez avec les équipes, elles sont à peu près incapables de vous dire précisément quels sont les objectifs individuels, quand il y en a, et les objectifs collectifs et communs, j'en parle même pas parce que en général, ils n'existent pas. Ceux-là. Donc là, pareil. Je ne peux pas mener un coaching d'équipe si je ne connais pas les objectifs de cette équipe. Vers quoi vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez réussir, qu'est-ce que vous voulez réaliser, en combien de temps, selon quels critères d'efficacité, selon quels critères de performance. Donc ça, tout ça, c'est à nous de faire travailler les équipes de façon à ce que eux aussi puissent s'appuyer sur des critères d'efficacité, de performance, de temps, etc., etc. Donc ça, on doit le vérifier. Ça fait partie de notre job quand on réalise un coaching d'équipe, que ces objectifs existent bien, qu'ils sont connus et que chacun sait ce qu'il a à faire, dans quel temps imparti, avec quels moyens, etc. etc. Et c'est loin d'être une évidence, croyez-moi. Ensuite, les compétences complémentaires, c'est globalement dans cette équipe, et vous verrez, on fera un exercice tout à l'heure, qui a besoin de qui? Qui vient compléter qui? Alors, j'en dis pas plus parce je vais vous montrer un exercice tout à l'heure qu'on réalise pendant une séance, justement. Donc ça, c'est important également qu'on ait justement des éléments, mais ça, vous verrez, on va le faire très rapidement. Dernière chose qu'on va travailler en coaching d'équipe, c'est les échanges conviviaux. Je vous disais l'autre jour, notre priorité, c'est pas pour nous, coach d'équipe, d'amener une bonne ambiance dans l'équipe. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est de la performance. En revanche, on sait que la communication dans une équipe, si on a des personnes qui communiquent de façon cassante, de façon froide, etc., c'est quand même un indicateur d'un malaise dans l'équipe. Et notre objectif, c'est de ramener un minimum allez, j'appellerais ça de courtoisie dans les échanges, de façon à ce que on puisse avoir une communication qui repose sur des bases quand même conviviales et qui facilite quand même le travail qu'on aura réalisé ensemble. Donc là, la méthode Vélos, ça vous permet d'avoir 6 points de repère qu'on va systématiquement travailler avec les équipes. C'est un peu notre tableau de bord à nous, c'est un petit peu ce qui nous sert d'indicateur pour savoir où en sont les équipes et quels sont les points qu'on doit travailler. Alors, quand je vous dis ça, c'est surtout, enfin, c'est pas surtout, mais c'est aussi une bouée de sauvetage. Si vous êtes perdu pendant une séance de coaching, et ça peut arriver, hein, des fois, très clairement, vous verrez, vous ne savez plus trop où vous en êtes. C'est pas comme une formation, hein, un coaching d'équipe. Hein. Une formation, eh ben, en général, tu as ton déroulé pédagogique, tu as des séquences, tu sais à peu près ce que tu vas faire à telle heure, à tel moment. Et puis, si vous êtes comme moi, vous en avez toujours sous le coude. J'ai toujours peur de manquer, donc j'ai en général 50% de plus que ce que j'ai prévu. Donc, je suis tranquille, parce que je sais que je ne serai jamais à court. Coaching d'équipe, ça ne marche pas comme ça.
Coaching d'équipe, en vrai, c'est pas de la formation, tu prépares pas grand-chose, tu viens pas avec des choses préparées, tu travailles surtout avec ce que tu as sous les yeux, c'est là ton matériel. Donc, si à un moment tu es perdu, il faut te raccrocher à ces 6 éléments. Faire travailler l'équipe sur un point, un autre, etc. etc. Dites-vous un truc, le fait d'être perdu, d'une part, c'est révélateur, j'en parlais la dernière fois, d'un processus parallèle. Ça veut dire qu'en fait, le fonctionnement de l'équipe aboutit à ce que vous soyez perdu. Ça veut dire qu'en fait, elle crée de la confusion. C'est son mode de fonctionnement. Et le fait que vous vous sentiez perdu, c'est le signal qu'en fait, l'équipe, elle a un mode de fonctionnement qui crée de la confusion. Et le résultat, c'est que vous aussi, vous êtes confus, perdu. Alors, 2 solutions dans ce cas-là. La première, c'est de le verbaliser. Et ça me semble important et intéressant de le faire en disant à l'équipe, voilà, écoutez, je me sens complètement perdu, je suis paumé. Et je pense que le fait que je sois perdu, ça révèle aussi certainement un fonctionnement d'équipe, et vous devez le sentir en interne également, qui crée chez vous et chez moi de la confusion. Et là, on ouvre un échange, un débat avec les membres de l'équipe, et en général, vous êtes dans le vrai. C'est-à-dire que si vous sentez ça, il y aura d'autres personnes dans le groupe pour dire, bah ouais, c'est habituel. Tu as vu, en général, quand on fait une réunion, quand on se retrouve, bah, à un moment ou à un autre, on ne sait plus trop parce qu'on est dispersé, parce qu'on ne sait pas gérer les priorités, le temps, etc. etc. Et là, c'est intéressant. Après, vous pouvez vous raccrocher justement à ce qui vous paraît important de travailler dans ce cas-là au niveau de Vélos. Est-ce qu'on a besoin de revenir sur le langage commun? Est-ce qu'on a besoin de revenir sur des objectifs qui n'ont pas été suffisamment clarifiés? Est-ce qu'on a besoin de restaurer de la convivialité dans les échanges? Bref, à vous de sélectionner les choses sur lesquelles vous sentez un besoin de travail. Donc, vous voyez, c'est en tout cas, quand on débute, je dirais que c'est intéressant de se dire, je peux me reporter à un cadre. Je sais que dans tous les cas, il y aura besoin de travailler. Je suis toujours dans les clous si je me reporte à ces points de repère. OK? Ça va pour vous? Allez, on continue. Nickel. Allez, impeccable. Alors ensuite, on rentre dans la salle. Alors, premier exercice que je vous propose de réaliser quand vous faites un coaching d'équipe. En fait, on va évaluer nos équipes à travers 10 critères. Ces 10 critères, ce sont les critères qui nous permettront de faire un diagnostic précis de l'équipe, de son état, de son mode de fonctionnement, de son efficacité. Alors, pour faire ça, moi, ce que je fais, je pose, vous voyez, je vous ai décrit un petit peu le protocole. Ce qu'on va faire, je vais vous montrer les 10 critères après, je vais vous les expliquer. On pose donc 10 feuilles. Prenez des feuilles blanches. Alors, recyclez-les, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'était mon moment RSE, de façon à ce que vous soyez sensibilisés. J'ai fait mon taf. Donc, vous allez prendre, j'ai toujours les mêmes avec moi, vous prenez donc de 0 à 10. Donc, vous prenez ces feuilles numérotées. Vous les disposez dans la salle. OK? Et vous allez inviter physiquement les membres de l'équipe à se positionner par rapport à chacun des 10 critères. Donc là, il y a un mouvement de leur part. Hein. On ne fait pas ça à partir de sa table en disant « moi, je suis à 1, je suis à 4, je suis à 10 ». Non, 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 non. Ils viennent, ils se posent devant la feuille, devant les 10 que vous avez alignés. Et là, vous sortez un premier critère. Vous expliquez ce critère et vous demandez à chacun des membres de l'équipe de se positionner physiquement. Donc, ils vont tout près du 1, du 2, du 4, du 12, enfin pas du 12, mais du 8, du 9, du 10. OK? Ça, c'est important. Hein. Il faut vraiment qu'ils aient ce mouvement et qu'ils se positionnent pour justement aller se placer à l'endroit qui correspond à la note. Alors, je vais vous montrer tout de suite les 10 critères. C'est important, ça, pour la première séquence, que vous travaillez directement dessus. C'est vraiment, pour moi, essentiel. Alors, les 10 critères, c'est quoi? Le premier des 10 critères, c'est ce qu'on appelle des frontières. Alors, c'est quoi les frontières? Les frontières, c'est en gros, est-ce que en tant que membre de cette équipe, j'ai conscience d'appartenir à une équipe. Est-ce que la différence entre mon équipe et l'équipe d'à côté, elle est très claire? Ou est-ce qu'on ne voit pas trop de différence? Autre critère concernant la frontière, c'est qui fait partie de l'équipe. Alors ça, je vous explique. Qui fait partie de l'équipe? Vous aurez des équipes qui vont vous dire, bah, tous ceux qui sont dans l'équipe, les CDI, les CDD, les intérimaires, les apprentis, les stagiaires.
Puis t'en as d'autres qui vont dire, bah, ouais, les CDI, les autres, tu comprends, c'est plus délicat. D'ailleurs, ils sont pas là aujourd'hui, ils n'ont pas été invités. Et là, déjà, on a des choses à certainement intégrer et travailler. Ça veut dire qu'en fait, l'appartenance à l'équipe, bah, elle se fait seulement à partir d'un certain nombre de prérequis et de critères. Certains vont même te dire, hein, je l'ai entendu, hein, en gros, toi, ça fait 1 an que tu es là, ouais, tu n'es peut-être plus en période d'essai sur le papier, mais pour nous, un membre d'équipe, il a au moins 3 ans de boutique, hein. Donc ça, c'est important d'être vigilant et au clair par rapport à ça. Deuxième critère qu'on va identifier, c'est la question du leader. Est-ce qu'il y a un pilote dans l'avion? Alors, autrement dit, ce leader, c'est bien sûr, en général, il est nommé par l'institution, hein, le manager, le chef, c'est l'institution qui l'a placé à cette place-là. Mais est-ce que son rôle est perçu par tous? Est-ce que très clairement, ils ont le sentiment d'avoir un capitaine à la barre? Alors, ça peut être un moment délicat, hein, quand le manager est là. Et là, notre job, c'est d'offrir ce qu'on appelle une protection. On a une règle en coaching, hein, on l'utilise en coaching individuel, c'est la règle des 3 P. C'est la règle qui consiste à émettre une protection. Ça veut dire que là, nous, en tant que coach, on va se placer de façon à ce que chacun puisse, sans risquer de représailles, de se positionner sur le leadership et de dire, bah non, moi, je trouve que c'est pas. Alors souvent, ils disent, c'est pas contre toi, machin, mais je trouve que, voilà, on manque de leadership, je trouve que notre direction n'est pas assez reconnue, je trouve qu'on n'est pas bien représenté, blablabla, blablabla. Donc là, notre job, c'est de garantir à chacun qu'il peut dire les choses. Et ça, par exemple, quand on parle du leadership, on va le faire valider par le manager. Le manager va exprimer auprès de son équipe, justement, le droit, la possibilité pour eux de justement dire que le leadership n'est pas pour eux satisfaisant, qu'il y a un manque de leadership, etc., etc. Donc là, on exerce une protection. C'est indispensable. Si on ne le fait pas, clairement, l'équipe, elle va rester timorée parce que pas fou. Hein. Attends, j'ai l'autre, je vais lui dire qu'il manque de leadership. À la première occasion, il va m'allumer. Donc, on demande des garanties. Hein. Attention, il y a un engagement de la part du leadership que cette question, on l'aborde et qu'il est prêt même à entendre qu'effectivement, il y a un manque de leadership. Alors, bien sûr, ceux qui l'expriment, vous les faites ensuite parler. Hein. Il ne suffit pas simplement d'allumer le leader en disant bah, l'autre, là, non, 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 expliquez. Factuellement, expliquer sans mettre en cause, expliquer de façon constructive. Ça, c'est également une autre sorte de protection qu'on travaille en amont pour permettre justement à chacun d'exprimer les choses. Ensuite, je vous en parlais un petit peu tout à l'heure, c'est les objectifs individuels, c'est les rôles de chacun, c'est également le fait de faire verbaliser par les autres ce qu'ils perçoivent de leurs collègues. Parce que souvent, je peux vous garantir que dans les équipes, malgré ce qu'on pourrait penser, d'autres savent pas ce que font exactement leurs collègues. Ça marche aussi pour leur manager. Est-ce que vous savez ce que fait votre manager? Là, souvent, ils ont une vague idée de il est toujours en réunion. Ok, d'accord. Et voilà, je sais pas, il est en réunion, il est toujours barré, machin, bidule. Donc, c'est important là de leur permettre à chacun de clarifier justement tout ce qui concerne leurs collègues en termes d'objectifs, de mission, de job, de rôle. Et je peux vous dire que c'est un exercice que je fais systématiquement et qui apporte bien souvent des surprises et qui est très intéressant en fait à réaliser. Parce que beaucoup découvrent l'étendue des missions de leurs collègues. Et partant de là, ils comprennent mieux des contraintes. Ils comprennent mieux parfois certains obstacles ou certaines décisions ou certaines façons de pratiquer qui n'étaient pas bien comprises. Donc ça, c'est indispensable de le faire. Donc la même chose, hein, vous les faites positionner entre 0 et 10. Vous les laissez physiquement à l'endroit où ils se trouvent. Et là, on échange et on discute. Et nous, là, on passe à côté, on s'arrête auprès de quelqu'un. Notre rôle, hein, et c'est pas neutre, de se balader, entre guillemets, comme ça, et de physiquement, de temps en temps, se placer auprès de quelqu'un. Ou à l'inverse, de se mettre de l'autre côté. Ou peut-être de se mettre au milieu. Nos déplacements font partie du coaching d'équipe et ils sont calculés. C'est pas comme ça, hein, en se baladant. C'est selon les choses que vous percevez et selon les moments et selon la place que vous devez incarner. Si, par exemple, je dois incarner le leadership, parce que je vous le disais,
l'équipe va tourner ses affects vers nous, je vais me placer à certains endroits et pas à d'autres. Si à l'inverse, je veux me placer au niveau de l'équipe, je vais me mettre au cœur de l'équipe. Je vais m'asseoir à leur niveau, je vais me mettre au milieu, je vais faire en sorte qu'ils sentent que je fais partie de l'équipe, comme le ferait leur manager ou comme ils auraient besoin que fasse leur manager. Parce que le manager n'est peut-être pas conscient de ça. Si vous sentez ça, vous mettez au milieu d'eux. Si à l'inverse, vous incarnez du leadership, peut-être que je vais me mettre à une place qui révèle davantage de leadership. Donc, vous voyez, nos déplacements, ce n'est pas neutre. C'est loin d'être neutre et c'est intéressant également de jouer de ça. On va également donc parler de la vision. Alors, en gros, c'est qu'est-ce qu'on a envie de devenir collectivement. Ça va au-delà de la vision de l'organisation qui, en général, est communiquée au manager, qui à leur tour la communique à l'équipe. Celle-là ne m'intéresse pas des masses. Moi, celle qui m'intéresse, c'est la vision de l'équipe. C'est qu'est-ce qu'on veut faire ensemble. Alors, bien sûr, on a des objectifs, bien sûr, on sait ce qu'on a à faire. Mais au-delà de ça, à quoi on a envie de jouer ensemble? Est-ce qu'on veut, par exemple, devenir la référence du groupe au niveau, je ne sais pas moi, des performances commerciales? Est-ce qu'on a envie d'être reconnu comme l'équipe la plus efficace en termes de prospection, etc., etc. Là, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qu'ils ont envie de devenir collectivement au-delà des chiffres et des objectifs qu'on leur demande de réaliser. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose d'important et qui peut ramener de la cohésion dans une équipe. Ensuite, on va parler des règles de décision. Alors, quand je parle des règles de fonctionnement, bon, là, très classiquement, c'est quelles sont les règles dans l'équipe. Alors, il y a un cadre collectif d'entreprise, mais plus globalement, c'est quoi les règles entre vous? Est-ce qu'elles sont connues? Est-ce qu'elles sont partagées? Est-ce qu'elles sont respectées? Ensuite, les modes de décision. Là, ce qui m'intéresse, c'est notamment de savoir comment le leader décide. C'est-à-dire, est-ce qu'il prend des décisions en solo? Est-ce qu'il s'appuie sur le collectif? Et si c'est le cas, comment il fonctionne? Est-ce qu'il fonctionne en prenant des décisions, en s'inspirant des avis des uns et des autres? Est-ce qu'il essaie de recueillir la majorité? Est-ce qu'il essaie de dégager un consensus? Donc tout ça, on a besoin de l'éclaircir également, et ça a besoin également d'être éclairci aux yeux de l'équipe. Par expérience, j'ai souvent vu en fait des équipes qui me disaient en fait, on ne sait pas comment ils décident. De temps en temps, on a l'impression qu'il nous demande notre avis, mais on ne sait vraiment pas s'il suit notre avis ou s'il le fait juste parce qu'il se dit comme ça, on sera content d'être entendu, écouté. Donc, il faut clarifier. Et souvent, là, je vais faire intervenir, bien sûr, le leader, le manager. Je vais dire, écoute, l'occasion nous est donnée. Explique-nous exactement comment tu prends les décisions et explique-nous comment, à l'avenir, tu pourrais faire évoluer ce mode de décision, sur quoi reposent tes décisions, sur quel type de critères, d'analyse, d'enjeux, etc., etc. Donc, ça, c'est important également. Ensuite, instance de régulation des accords et des désaccords plutôt. L'idée, c'est une équipe mature, c'est une équipe capable de gérer la plupart de ses désaccords. Elle n'a pas besoin d'aller râler ou d'aller pleurnicher auprès monsieur, il m'a fait ça, madame, elle m'a dit ça. Souvent, le recours, c'est la DRH ou même le manager. Une équipe mature, 99% des litiges, des accords, elle le gère en interne. Donc ça, c'est intéressant de savoir comment ils s'y prennent. Comment vous faites quand il y a un problème, quand il y a un désaccord, quand vous n'êtes pas capable de… Ça peut aller, par exemple, sur la prise de congé. Comment vous faites quand vous avez besoin de répartir les jours de congé, comment vous faites? C'est souvent un sujet sensible à ne pas minimiser quand on fait du coaching d'équipe, parce que ça révèle beaucoup de choses de l'équipe. Comment vous faites? Vous arrivez entre vous, vous tranchez, vous faites appel à quelqu'un d'extérieur, vous négociez, bref, comment vous faites? Ou alors, vous allez porter le dossier auprès du manager. Ça, c'est intéressant, ça dit des choses. Valeurs et représentation partagée, on y revient. Les valeurs de l'équipe, mais aussi, vous savez, celles qui portent, par exemple, sur le client. Comment on considère le client dans votre organisation? Parce que si, encore une fois, je ne vais pas me contenter des paroles, mais si on me dit qu'on place le client au cœur et au centre de l'activité et de la vie de l'équipe, et que je m'aperçois en les écoutant que les réunions tournent sur des sujets qui portent sur tout sauf sur le client, je ne pourrais évidemment pas cautionner ce qu'ils sont en train de me dire. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, c'est pour ça que je vous le dis. À nous, le client, le client, le client, le client. Il ne faisait pas 3 phrases sans parler du client. Ah ouais, super. Ok, réunion d'équipe, ordre du jour. Déjà, les sujets clients, j'en vois pas beaucoup. Traitement des sujets, on a parlé 3 minutes du client en toute fin de réunion parce que c'était un sujet subalterne. Bon, voilà.
Là, c'est une belle occasion de rebondir. Bon, bah, je leur ai dit, écoutez, vous avez pas arrêté de m'affirmer que le client était au cœur de vos décisions, de vos réflexions. On a passé 1 heure de réunion, vous avez parlé du client 3 minutes. Il faut vous m'expliquer. Et là, ça remue, hein, parce que évidemment, il y avait un tel décalage entre les paroles et les actes que ça ne pouvait plus passer. On va également, ces valeurs, les questionner autour du métier. C'est quoi notre métier? Vous savez, il y a beaucoup de crises. Je vous apprends rien, hein, mais des crises au niveau des métiers, de l'identité des métiers. Je pense au personnel médical avec lequel je travaille régulièrement, et eux, ils sont en plein là-dedans. Donc, il faut essayer de redonner du sens au métier, savoir ce qui devient ce métier, ce qu'on doit préserver absolument, et des choses sur lesquelles on doit absolument être attentif pour garder justement cette identité professionnelle. Hein, l'idée d'identité professionnelle, c'est très important. Comment on se représente notre métier? Si tu parles avec des infirmières qui aujourd'hui, pour certaines, te disent bah, c'est des piqueuses, c'est très dur, parce que c'est tout sauf leur métier. Mais elles l'expriment comme ça parce qu'elles ont un tel dégoût en fait de leurs conditions de travail qu'elles résument aujourd'hui leur métier à des tâches comme ça. Elles y mettent même un côté très péjoratif, évidemment. Donc, on a besoin de renouer avec des valeurs et avec une identité de métier. Et puis enfin, le dernier, c'est ce qu'on appelle les signes de reconnaissance. Alors, vous savez, c'est les signes de reconnaissance, et notamment les signes de reconnaissance positifs, c'est-à-dire est-ce que vous êtes dans une économie de signes de reconnaissance abondante, ou est-ce que c'est pénurique? Autrement dit, est-ce que souvent on vous donne du feedback? Est-ce que souvent on est capable de vous dire que vous avez fait du bon boulot, ou est-ce qu'à l'inverse, c'est normal? Donc il n'y a pas de raison qu'on vous dise bravo, merci, etc. Ça, c'est important, hein. Ça, c'est un point de repère dans une équipe. Et souvent, là encore, ça pêche. Ça pêche parce que quand tu places les équipes sur le 0 à 10, bah, des fois, ça fait mal, hein. Ça fait mal parce que les notes, elles sont très faibles, très, très faibles. Et là, c'est clairement un signal de déclin, de maladie, qu'on soit dans une économie de signes de reconnaissance pénurique. Pas tomber à l'extrême inverse américain et de dire que tout est formidable, amazing, magnifique, mais il y a un juste milieu à trouver. C'est nécessaire d'avoir une économie de signes de reconnaissance qui soit en abondance et qu'on le fasse régulièrement et à bon escient. Donc là, il y a souvent un travail à faire en relation avec le management pour permettre à cette équipe d'avoir les signes de reconnaissance qu'elle mérite, ni plus ni moins. Donc là, vous avez les 10 critères à vraiment étudier pour la première séance de coaching. Je débute mes séances de coaching par ce travail. C'est un moyen aussi pour l'équipe de s'emparer du coaching. C'est-à-dire que là, je les rends acteurs dès le début. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être passifs, ils ne vont pas être non plus déboussolés par un intervenant qui serait là en observation, dont ils peuvent se méfier et dont la présence, ça il faut que je vous le dise, dénature le travail. Qu'on le veuille ou non, le simple fait d'être présent, ça a évidemment un impact sur la façon dont ils coopèrent, ils travaillent ensemble. Vous savez, le fameux « faites comme si j'étais pas là », vous savez à quel point c'est un truc qui est complètement illusoire. Ma simple présence, notre simple présence, impacte évidemment le fonctionnement de l'équipe. Là, c'est différent parce qu'on les rend acteurs tout de suite. Tout de suite, on les rend acteurs. Tout de suite, ils rentrent dans le cœur du sujet. Tout de suite, ils comprennent également l'intérêt justement du travail qu'on va mener ensemble parce qu'on va agir sur des choses qui concernent l'équipe et qui vont leur permettre très rapidement d'obtenir des résultats ou des choses positives qui vont dans le sens d'un partage et d'une réalisation d'équipe intéressante. Donc, on commence comme ça. Donc là, autant vous dire qu'en termes de timing, vous voyez la demi-journée, hein, avec les pauses, etc., etc. Mais c'est un travail, vous imaginez bien, hein. Parce que ensuite, une fois bien sûr qu'on a fait ce travail-là, il va falloir, je vais revenir en arrière, il va falloir les questionner, il va falloir également, vous voyez, notamment faire un débrief avec l'équipe. On ne va pas se contenter simplement des constats et des notes qu'ils vont laisser, mais on va leur poser des questions, on va creuser, on va questionner, on va essayer de comprendre, on va essayer de donner du sens, on va ouvrir des sujets, on va ouvrir des débats. Donc là, il y a un gros travail d'animation pour permettre à l'équipe justement de rentrer dans le coaching et de rentrer dans le vif du sujet. Donc là, on a un point très important. Donc ça, c'est le premier exercice. Ouais, Stéphane, je t'en prie. Quels sont ceux qui se retrouvent? Ceux, c'est les membres? Je suis pas sûr de comprendre.
Attends. Quels Bon, sont ceux qui se retrouvent? Ta troisième oui. question. Ah, pardon, oui, tu as raison, c'est pas clair. Ceux qui se retrouvent, c'est par exemple tous ceux qui constamment ont mis les mêmes notes partout. OK. Tu vois? Parce que là, tu vas aussi observer des coalitions. Hmm. C'est là que tu vas aussi prendre conscience des coalitions dans l'équipe. Quand tu as constamment les mêmes qui se retrouvent autour des mêmes notations, ça veut dire des choses. Ça veut dire que là, on est en face d'une coalition d'intérêts, une coalition de métiers, une coalition de fonctions, qui a tout intérêt en fait à faire corps et qui en général va évaluer de la même façon. Ceux qui s'opposent, bah, à l'inverse, c'est ceux qui vont se retrouver aux antipodes. Ceux, par exemple, qui vont mettre des notes très élevées quand d'autres vont être complètement à l'inverse. Tout ça aussi, hein, je vous le dis, pour nous, c'est intéressant. Pour les équipes, c'est intéressant parce qu'elles rentrent dans le vif du sujet. Pour nous, c'est déjà une mine d'or en termes d'observation, de choses qui se dégagent. Les coalitions, les alliances, les oppositions, tout ça, on commence à l'observer dès cette première séance grâce à cet exercice. Donc, le conseil que je vous donne, moi, c'est commencer par cet exercice. C'est vraiment un très bon moyen pour moi d'engager le coaching, de rendre les équipes actives et de tout de suite avoir des éléments importants, de la matière sur laquelle vous allez pouvoir très rapidement travailler et faire avancer les équipes. OK? Et ça, quelle que soit la thématique ou la demande initiale du manager, quoi. Ouais, exactement. Ouais, ok. En fait, en amont, si tu veux, je ne vais pas donner le détail de l'exercice au manager. Il faut garder, comment je vais appeler ça? Je ne vais pas dire de la surprise, mais un peu de fraîcheur par rapport à cet exercice. Moi, en général, je donne les grandes lignes du travail qu'on va réaliser, à savoir un constat à partir de 10 points de contrôle. Alors, en général, moi, je leur parle du contrôle technique de leur équipe, ça leur parle. Je leur dis que, bon, j'en ai pas autant que le vrai contrôle technique auto, mais j'ai 10 points de contrôle et que je vais faire travailler l'équipe justement sur ces points de contrôle de façon à ce que on puisse, nous, avoir de la matière et avoir des points de repère par rapport à la façon dont l'équipe aujourd'hui se positionne sur des sujets qui caractérisent les fonctionnements des équipes. Mais je n'explique pas en détail au manager. S'il n'est pas présent, ce n'est pas nécessaire. Il n'a pas besoin de savoir exactement dans le détail ce qu'on va faire. S'il est présent, bah, je souhaite qu'il découvre également, parce que si c'est trop préparé, il peut anticiper. Ça va fausser également certainement l'exercice parce que lui aura déjà certainement préparé les choses, ou il s'attend à des choses, ou il anticipe. Bref, ce n'est pas une bonne idée de l'associer étroitement pour un exercice comme ça. Je lui donne les grandes lignes, il est au parfum sur mon objectif, pas plus. Et ça se construit également hein, dans ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire le temps que je passe avec un manager pour bien se coordonner. Parmi les messages que je lui passe, il y a le fait que, bien sûr, il est au courant des objectifs, mais de toute façon, les objectifs, on les construit ensemble. Il est au courant des choses qu'on va faire dans la journée, mais pas dans le détail. Je refuse, ça c'est mon job, c'est mon cadre de travail qui n'est pas négociable, c'est ma position haute. C'est-à-dire que là-dessus, il n'aura pas plus de détails que ce que je souhaite lui révéler. C'est un deal qu'on passe ensemble. Hein. En général, quand tu as expliqué ça à un manager, il comprend très bien. Je n'ai jamais eu de braquage de personnes qui me diraient c'est pas question. De toute façon, c'est pas négociable. Donc, soit il prend, ou soit il n'est pas d'accord. Mais dans tous les cas, moi, là-dessus, je ne dérogerai pas. Et c'est mon job, c'est notre position haute qu'on doit absolument défendre dans ce cas-là. Alors, que je vous montre autre chose. Ça, c'est pour peut-être une autre fois. Oui, ce que je voulais vous montrer. Alors, comment on va observer une séance d'équipe quand on a fait donc ce premier travail? Je vous le disais, ça occupe au minimum une demi-journée. Ensuite, pendant ce travail, je vous le disais, on ne va pas se contenter d'observer, on va creuser, on va questionner, on va confronter, on va vraiment rentrer tout de suite dans le cœur du sujet. Et puis ensuite, on va observer deux choses. Alors, deuxième travail, et là, ça peut être l'objet, par exemple, du travail que vous ferez l'après-midi, vous allez les observer en séquence de travail. Vous allez, pendant cette séquence de travail, ça peut être une réunion, par exemple, vous allez faire ce qu'on appelle un égogramme. C'est-à-dire que là, je vous ai figuré une équipe où il y aurait A, B, C, D, E, F, G, ouais, c'est ça, E, F, G. Et en fait, vous allez prendre une feuille. Vous allez faire ce que j'ai fait là. Vous allez mettre des bonhommes, vous allez mettre des noms. Là, je n'ai pas mis les prénoms. Vous allez mettre les prénoms, par exemple. Et vous allez les observer pendant une réunion.
Et ce que vous allez faire un trait à chaque fois que, par exemple, A prend la parole et que D lui répond. En fait, on est en train de construire un égogramme, c'est-à-dire on est en train de construire une cartographie des échanges qui se font en réunion. Et vous verrez que d'une séance à l'autre, c'est répétitif, parce que c'est le mode de fonctionnement de l'équipe. Donc si A prend la parole, vous observerez que D lui répond, et qu'ensuite c'est le tour de C. Et à chaque fois que ça arrive, vous faites une flèche. Et vous verrez que vous en ferez plusieurs. Et à la fin, vous aurez un égogramme de l'équipe, c'est-à-dire que vous saurez, grâce à ça, vous pourrez déduire le mode de fonctionnement de l'équipe. Vous saurez que quand, par exemple, le manager prend la parole, c'est, je ne sais pas moi, le responsable financier qui va intervenir. Qu'ensuite, il y aura une opposition, une objection de la part du DRH. Et là, vous aurez le mode de fonctionnement de l'équipe sous les yeux, parce que ce mode de fonctionnement, d'une réunion à l'autre, il se répétera. Et tout notre job, vous l'avez peut-être déjà deviné, ça va être justement de modifier les circuits de parole. Quand je disais tout à l'heure qu'il faut désapprendre pour apprendre, il va falloir commencer par désapprendre justement tous les modes de fonctionnement habituels et classiques. Sinon, d'une réunion à l'autre, je peux vous garantir que ce sera toujours la même chose. Parce que ça, c'est le fruit de la vie de l'équipe, c'est le fruit de modes de fonctionnement, c'est le fruit d'interfaces relationnelles qui n'ont aucune raison de s'interrompre. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait, nous, on observe au départ, et à la réunion d'après, on va, par exemple, prévenir l'équipe qu'on va souvent intervenir. Première séance, observation. Deuxième séquence de travail, on refait une réunion, mais cette fois, on va imposer un certain nombre de choses. Si, par exemple, on a remarqué que le manager prend la parole et que c'est un tel qui va lui répondre, bah, quand le manager aura terminé de parler, on va demander à un autre d'intervenir. Si vous remarquez qu'il y a souvent des échanges entre deux personnes, je vais introduire une troisième personne dans l'échange. Je vais dire, tiens, Stéphane et Clément, vous échangez tous les deux, j'aimerais avoir l'avis d'Alicia. Le but étant, en introduisant une troisième personne, de changer la dynamique. Et ça, c'est tout notre job. Hein. Si vous laissez installer la dynamique habituelle, là, c'est foutu. Il n'y aura pas de changement. Donc là, notre job, c'est d'identifier dans un premier temps et dans un deuxième temps, de casser les routines de fonctionnement. Alors, non pas parce que ça nous fait plaisir de casser ça, mais simplement parce que, encore une fois, si on veut apporter un changement, il va falloir introduire des nouvelles façons de fonctionner, des nouvelles façons de communiquer et surtout élargir le champ de la communication. Parce que très clairement, dans une réunion, quand tu prends du recul et tu observes, bah, tu vois très rapidement en fait ce qui se dégage. Et c'est toujours la même chose. Donc, il n'y a pas de secret. On doit travailler, nous, le relationnel et la communication entre des membres qui n'ont pas l'habitude de communiquer ensemble ou qui sont exclus d'un certain nombre de thèmes. Donc là, on intervient. Là, on est plutôt interventionniste. C'est à nous, sur la base de ce qu'on a observé, de dire « Stop, je souhaite entendre un tel ». Et là, tu coupes l'herbe sous le pied de celui qui s'apprêtait à prendre la parole parce qu'il le fait toujours. Ou encore, comme je vous le disais, je vais faire une triangulation. Là où deux personnes sont en train de discuter ensemble comme ils le font d'habitude, je vais faire intervenir une tierce personne. Et ainsi de suite. Donc là, on a des outils très simples. Mais ça change toute l'énergie et toute la dynamique du groupe. Puisque vous cassez le mode de fonctionnement habituel. Et par expérience, je peux vous dire que la qualité des échanges se trouve renforcée. Parce que tout d'un coup, on n'a plus les mêmes discussions, on n'a plus la même énergie, on n'a plus les mêmes thèmes récurrents. On introduit de la diversité et de la richesse de points de vue et d'opinions. Et là, ça change tout. Et le but du jeu, bien sûr, c'est que tout ça devienne un apprentissage dont l'équipe s'empare et qu'elle réalise ces choses-là, même en notre absence. Donc, à un moment, stratégiquement, moi, je vous conseille de dévoiler tout ça, mais pas tout de suite. C'est-à-dire qu'on pourrait tenter de dire, bon, voilà ce que j'ai remarqué, les gars. Quand machin, il prend la parole, c'est toi qui réagis. Ah, t'as vu, je l'ai vu. Hein. Et puis toi, bah, pareil, hein, dès que tu prends la parole, bah, qui c'est qui réagit? Bah, c'est ton poteau. Non, faites pas ça. Laissez faire. Moi, je laisse faire. Séance d'après, j'interviens. Et au bout de 2-3 séances, ils sont pas fous, ils ont bien remarqué qu'il se passait quelque chose. Et là, je leur dis voilà, mon intervention, je vous explique maintenant les raisons pour lesquelles j'interviens en réunion et sur la base de ce que j'ai observé. Et là, je leur montre. Mais
Je suis pas dans le jugement, je suis pas dans la critique, je suis dans le constat. Et d'ailleurs, je me veux très rassurant en leur disant, vous savez, votre mode de fonctionnement, il est tel qu'il est, il a sûrement des bonnes raisons d'exister. Simplement, ce que je veux, c'est l'enrichir. Et on l'enrichira si on réussira justement à faire intervenir peut-être d'autres personnes, si on perd cette habitude, en fait, qu'on a tous, d'intervenir à tour de rôle, etc., etc. Donc, j'attends un petit peu, et là, en général, c'est bien accueilli. C'est-à-dire qu'ils comprennent le bien fondé de cette intervention, et même plus que ça, ils intègrent dans leur mode de fonctionnement. Alors, au début, c'est comme tout apprentissage. Il y a des retours en arrière, il y a des vieilles habitudes qui reviennent au galop. Mais au bout d'un moment, quand ils en ont pris conscience, ils commencent à l'intégrer et ça devient pour eux une deuxième habitude. Et là, ça y est, on a désappris pour apprendre autre chose. Et ça, Question ? du coup, tu te fais, parce que je vois bien l'application en réunion de coding, en réunion d'équipe avec un manager et son équipe. Mais si par exemple, tu dis, ça peut être la séquence de l'après-midi, après le matin, le contrôle technique. L'après-midi, c'est quoi? Tu fais une séquence de travail autour, par exemple, tu as des points que tu as remarqués le matin qui pêchent dans l'équipe et tu observes ça aussi. Ou c'est vraiment purement sur une réunion de, voilà, d'équipe en live que tu observes? Les deux, en fait, tu as raison. Les deux Le Ça matériau, marche bien. le matériau que j'ai récupéré le matin, je vais m'en servir aussi, bien sûr. Ouais. Mais si tu veux, là, il y a une question de stratégie. Moi, je pense qu'il faut y aller tranquillement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout balancer la première séance. Je vous disais la dernière fois, la tentation, et ça, il faut vraiment qu'on fasse gaffe, tu es payé par un client, tu as vraiment envie qu'il en ait pour son argent. Non, ce n'est pas une bonne idée. C'est-à-dire que je vais peut-être mettre sur la table un truc que j'ai observé le matin qui me paraît important, et on va travailler là-dessus, et ça sera bien suffisant. Vouloir en mettre plein la vue ou tout régler en même temps, ça ne marchera pas, c'est pas efficace et c'est pas nécessaire. Donc, je vais plutôt y aller mollo. Je vais être la première séance, elle peut être aux yeux d'un débutant frustrante, voire inquiétante, parce que tu as l'impression que tu n'as pas fait grand-chose. Faites confiance au processus, faites-vous confiance. Tout ça, c'est un investissement pour les séances futures. Donc, faut vraiment, j'allais presque dire se retenir, mais c'est presque ça. Tu as vu plein de choses, tu as découvert plein de choses, tu es sûr que tu vas travailler sur telle et telle chose. Donc, avec l'enthousiasme et avec l'envie, il ne faut pas se le cacher, d'impressionner un petit peu le client, tu as envie de mettre ça sur la table. Non, il faut se retenir. Tout va bien. J'ai observé, j'ai de la matière, je sais vers quoi je vais, je sais sur quoi je vais les faire travailler, j'ai un plan, je suis le plan. Je n'ai pas besoin d'impressionner, je me fais confiance, je fais confiance également au processus que je suis en train de construire avec l'équipe. Pendant ce temps-là, ça progresse. Pendant ce temps-là, il se passe des choses. Et j'ai de la matière pour les séances précédentes. Tout va bien. Donc, il faut vraiment être tranquille avec ça. Deuxième chose que vous allez pouvoir travailler lors de la première séance, c'est la complémentarité des rôles. Alors ça, c'est très important aussi. Au cours de cette séance, vous allez demander à chacun des membres de l'équipe d'estimer, alors de façon très subjective, mais sa complémentarité avec les autres. Et vous allez leur demander de mettre une note. Par exemple, là, sur mon schéma, D, il estime que avec E, ils ont besoin de bosser ensemble et ils sont complémentaires et il met une note de 6 sur 10. À l'inverse, ce D avec F, il a mis 2 sur 10 parce que, bon, a priori, ils n'ont pas trop besoin de coopérer, de collaborer. Ça, il faut le faire pour tous les membres de l'équipe. Il faut que chacun se positionne par rapport aux autres. Notre job à nous, ça va être d'observer en priorité les complémentarités importantes. Parce que là, évidemment, dans l'équipe, ça fera une grosse différence si ces complémentarités fonctionnent bien ou si, à l'inverse, c'est pas bon. Parce que deuxième partie du job, ça va être de leur demander ensuite d'estimer la qualité de la coopération. Donc, imagine, là, dans mon schéma, j'ai B et D, ils ont une complémentarité de 10. Donc, autant te dire que c'est hyper important, ils ne peuvent pas se passer de l'autre. Hein. Ils sont condamnés à bosser ensemble, même s'ils ne peuvent pas se piffer. Maintenant, deuxième temps, je leur dis, OK, vous avez une complémentarité là qui est à 10, donc on est au maximum. Donc, c'est stratégique qu'ensemble, vous arriviez à coopérer correctement. Maintenant, estimez chacun de votre côté la qualité de votre coopération. Et imaginez qu'ils aient mis une note, je ne sais pas moi, de 3, eh ben là, on est un peu embêté. Hein, parce que ça veut dire qu'en fait, eux, ils doivent coopérer et ils doivent coopérer correctement, mais malheureusement, la qualité de coopération, elle est très mauvaise. Donc là, ça fera l'objet d'un travail immédiat. Là, vous avez du taf. OK. On se pose,
et on travaille de façon poussée et stratégique la coopération, les moyens qu'on aura de leur permettre une meilleure coopération. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous allez faire des sous-groupes, vous allez faire des sous-ateliers. Ceux qui ont une coopération correcte, on va les faire réfléchir sur les moyens de faire mieux, ou alors, on va les appeler en renfort. Là, je m'appuie sur le groupe. Tiens, vous qui avez une coopération intéressante, venez nous enrichir justement de votre façon de travailler. On est preneur justement de la façon dont vous coopérez. Donc là, on opère, j'en parlais un petit peu tout à l'heure, ce qu'on appelle des triangulations. C'est-à-dire que on va trouver les réponses au sein de l'équipe. Ce n'est pas à nous, en tant que coach, d'aller forcément apporter des réponses tirées de notre expérience ou de ce qu'on a observé ailleurs. Notre rôle, c'est plutôt de permettre une régulation au sein de l'équipe à chaque fois qu'on pourra. Les meilleures réponses, c'est les réponses qu'on trouvera dans l'équipe. Ce n'est pas celles qu'on ira piocher à l'extérieur. Donc là, si j'ai 2 personnes dans l'équipe qui ont un haut niveau de complémentarité, qui coopèrent bien, bah, venez avec nous. Venez avec nous, on est intéressé sur votre façon de faire. Venez nous donner votre regard sur cette situation. Venez nous enrichir de ce que vous percevez, etc., etc. Et ça, c'est un job prioritaire. Les équipes bancales, il n'y a pas de secret. La complémentarité est importante et la qualité est faible. Alors, il arrivera aussi, parce que ce n'est pas toujours évident, de dire qu'avec mon collègue, ça se passe moyen. Bon, là, notre job, ça va être d'avoir un œil particulier sur les binômes stratégiques. Et vous les observerez en réunion. Et si vous vous apercevez qu'en réunion, ils ne sont jamais d'accord, si vous vous apercevez qu'en réunion, ils se tirent la gueule, là, il va falloir à un moment poser sur la table justement vos observations. De dire, écoutez, on a fait un exercice la dernière fois, on a évalué les complémentarités, je remarque que certains binômes ont mis des notes assez bonnes au niveau qualité de relation. Moi, je constate le contraire. Je peux me tromper, attention, hein, je peux me tromper, mais je constate par exemple que au niveau coopération en réunion, en tout cas, ça fonctionne mal. Au niveau communication entre vous, j'ai vraiment pas remarqué une communication ouverte, une écoute, une volonté de coopérer. Maintenant, il faut que vous m'expliquiez. Donc là, on confronte. C'est-à-dire qu'on fait part des constats qui semblent démentir les notes qu'ils ont pu mettre justement sur la qualité de coopération. Et là, je peux vous dire que des fois, ça explose. Donc, il n'y a pas de jugement de notre part, encore une fois. Je ne suis pas là pour critiquer, je ne me réjouis pas particulièrement d'avoir observé ça, mais dans ces cas-là, voilà, notre job à nous, hein, on n'est pas là pour enfiler des perles, hein, on est là parce qu'on a une mission, on a un job. Nous, notre job, c'est que l'équipe, elle tourne, qu'elle soit efficace, qu'ils bossent ensemble, qu'ils coopèrent. Des fois, c'est au prix de confrontation. Des fois, ça se passe en douceur. Des fois, d'eux-mêmes, ils ont cette honnêteté de dire on est condamné à bosser ensemble, mais notre binôme fonctionne mal. Donc, vous voyez, ça occupe une journée. La première journée de coaching, elle est importante. Hein. On pose des fondations, on pose des bases, mais pas que. On rentre dans le vif du sujet et on va déjà au cœur de choses qui ont de l'importance et qui vont nous permettre justement d'aborder des thèmes essentiels à la qualité de la coopération de l'équipe. Rappelez-vous, l'aspect technique ne nous intéresse pas. En revanche, l'aspect processus, l'aspect relationnel, c'est notre terrain de jeu. Donc, c'est ça que nous, on va chercher à évaluer. Après, l'aspect technique, c'est leur job. Hein. Ce n'est pas à nous d'aller savoir si un tel est performant sur tel truc. On n'a pas de compétences particulières là-dedans. Par contre, processus et relationnel, ouais, ça, c'est notre job. OK? Ça va pour vous? Ouais. Super. Des questions? Moi, j'ai une question. Est-ce que des fois, ça t'arrive d'intervenir à deux si tu sens qu'il peut y avoir des tensions entre le manager et l'équipe? Ou est-ce que tu es toujours intervenu seul et globalement, avec ce que tu as montré là, ça se passe. Bon, il peut y avoir des tensions, mais ça se passe. Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça m'est arrivé d'intervenir où on était deux, ouais. À la demande du client. À vrai dire, il avait son propre coach avec qui il avait bossé. Je ne connaissais pas. Il m'a demandé s'il pouvait venir parce qu'il appréciait son expertise sur un sujet en particulier qui lui semblait cohérent. J'ai passé du temps avec le collègue, on a échangé ensemble, on s'est mis d'accord sur nos modalités d'intervention.
On s'est mis d'accord pour pas se marcher sur les pieds, ça aurait été dommage. Ça s'est bien passé. Et j'ai trouvé ça en réalité intéressant. J'avoue que ça m'est arrivé une fois seulement. Je n'ai pas reproduit l'expérience, mais je trouve ça cohérent en fait. Je trouve ça intéressant et je dirais même qu'à l'avenir, je m'interroge sur les possibilités de le faire plus souvent. Parce que la condition pour ça, c'est encore une fois une définition précise des rôles de chacun et puis une complémentarité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une sensibilité différente. Lui, il avait une sensibilité, il était très orienté autour du coaching des émotions notamment. C'était vraiment son terrain de jeu. Un terrain que j'investis un peu moins, même si bien sûr je m'en occupe aussi. Et donc, il avait cette lecture, cette analyse d'émotions beaucoup plus pointue que celle que j'ai, et c'était vraiment pertinent. Donc, et en plus, il avait une posture que j'ai appréciée parce qu'il est resté très en retrait, il est intervenu à bon escient, et à chaque fois pour compléter sur le sujet sur lequel vraiment il était très pointu. Et je crois beaucoup à ça. Je crois beaucoup à l'avenir, moi, à l'idée de travailler en équipe, en binôme. Alors, si on fait un coaching d'organisation, de toute façon, on est obligé d'être plusieurs. Parce que là, je vous parle de coaching d'équipe, mais il y a aussi le coaching avec l'organisation au complet. Hein. Donc là, ça veut dire que, par exemple, je sais pas, moi, tu bosses avec une boîte de 500 personnes, le coaching, il concerne les 500. Donc là, évidemment, tu fais des sous-groupes, tu fais des pools, etc. Et là, bien sûr, on est 10-15 coachs. Hein. Mais par contre, en équipe, en général, c'est plus rare. On est quand même plus souvent sur un coaching avec un coach. Mais personnellement, j'ai apprécié cette expérience et ça a fait un petit peu son chemin en me disant, tiens, ça pourrait être pas mal de temps en temps de t'adjoindre quelqu'un qui a vraiment, alors dans mon esprit, il a vraiment une compétence, il est vraiment expert là-dessus. Et là, il va nous enrichir de son expertise. Je garde la main sur le processus, je garde la main globalement sur le coaching, mais ponctuellement, parce que vraiment il est expert là-dessus, il va nous apporter quelque chose. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. J'ai beaucoup apprécié de coopérer avec ce coach, mais il a été aussi très bien dans sa posture parce qu'il ne s'est pas mêlé de choses sur lesquelles il n'y avait pas besoin d'intervenir. Il est vraiment intervenu quand on était sur son domaine, et là, à chaque fois, c'était pertinent. Oui. D'autres questions? Non, Alicia? non, c'est hyper clair. Ça me fait plus réfléchir que réagir là pour l'instant. Mais Ouais, merci, super. merci pour toutes ces infos. Avec plaisir. Alicia, je t'entends pas. Tu dois être en mute encore. Allez, je vois du casque. Ouais, je Désactivé t'entends pour pas. Ah, c'est bon, m'entendre. super. Ouais, parfait. Ouais, sauf que moi, je vous entends dans le casque, hein, c'est chiant. Comment ça se fait? Bah, il en peut plus des 2 jours de visio. Attends. Pourquoi il me fait ça? Est-ce que là, vous m'entendez? Ouais, parfait. Ouais, oui, oui, oui. Je pense que mon casque n'en peut plus des 8 heures de visio par jour. Tu m'étonnes. Un peu comme Stéphane, moi j'ai plein de questions. En fait, c'est surtout, alors pour moi c'est clair, mais c'est surtout comment est-ce qu'on peut mettre en pratique, comment est-ce qu'on régule, comment est-ce que tu as des exemples à nous partager sur des moments où ça part comme ça un peu au pugilat, et quelle est la place aussi du manager, parce que moi j'anime beaucoup de formations et il n'y a pas le manager, et il en prend quand même vachement plein la gueule, quoi. Ouais, c'est une bonne question, Alicia. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la protection. Vous savez, en formation, on pose des cadres. En coaching, c'est encore plus fort. Ce sont presque des engagements. C'est-à-dire qu'on place des protections sur le fait, par exemple, qu'on ne met pas en cause les individus, on ne fait pas d'attaque personnelle, on s'exprime en son nom propre, on s'interdit de parler des absents. Et vraiment, ces choses-là, c'est notre job de vraiment, mais d'interrompre, par exemple, quelqu'un, lui dire fermement, hein, stop, tu es en train de parler des absents, je te rappelle qu'on s'est mis d'accord pour qu'on n'en parle pas. Et là, il faut être très ferme. Mais c'est des choses qu'on a construites ensemble. Hein. C'est un cadre contraignant, c'est le mot, parce qu'il l'est. Mais il est contraignant parce qu'on a décidé qu'il serait. Pour le bien-être, pour la sécurité de tous et pour la qualité de notre travail. Donc là, nous, en tant que coach,
Dans ce cas-là, on est très ferme et on recadre et on empêche si vraiment quelqu'un déborde ou si quelqu'un, tout d'un coup, ne respecte plus ce cadre. Ça peut aller à l'extrême, ça m'est jamais arrivé, mais ça peut aller jusqu'à l'exclusion de la personne. Du coaching, je ne vais pas le dire quand même, mais de dire à la personne, mais écoute, tu ne respectes pas le cadre, je suis désolé, je ne peux pas te maintenir dans la séquence par respect pour les engagements qu'on a pris tous ensemble. Donc à ce moment-là, ta présence, mais on peut, je n'ai jamais eu besoin, et tant mieux, mais je n'aurais pas d'hésitation s'il fallait le faire. Si quelqu'un vraiment se livrait à des choses qu'on a collectivement décidé et qu'il faisait une entorse, et qui que ce soit, j'aurais aucun état d'âme à lui dire, écoute, ta présence maintenant, je peux pas te maintenir dans ce coaching, c'est pas possible. Ça allait trop loin, t'as violé les règles qu'on s'était fixées, l'engagement qu'on a pris tous ensemble, respectivement. Donc, à partir de là, ta présence n'est plus souhaitable au sein de ce coaching. J'en informerai ton manager. Voilà. Si le manager n'est pas là, par exemple, je l'informerai en disant que je ne souhaite plus ta présence. À moins qu'il fasse amende honorable, qu'il s'excuse, etc. Ce qui peut arriver. J'ai déjà eu des cas de recadrage. J'ai dû recadrer fermement. La personne, très rapidement, par exemple, s'est excusée en disant « Oui, je suis vraiment désolé, je me suis emporté, je suis navré. » L'incident est clos, on n'en parle plus. Mais ça, tu le fais en groupe ou en individuel? Tu prends un aparté ou tu fais pendant la séance? Pendant la séance. Okay. En coaching collectif, on a un engagement réciproque. Et comme je vous disais au départ, le cadre d'intervention, c'est l'équipe, ce n'est pas l'individu. Donc, ça veut dire que tout recadrage se fera en équipe, toute intervention se fera dans l'équipe et pas individuellement. On ne fait pas d'aparté en coaching d'équipe. Je ne prends pas quelqu'un à part en lui disant « Écoute, là, tu es un peu limite ». Ça serait finalement trahir le cadre de travail dans lequel on est tous placés. On travaille en équipe. Voilà, ouais, c'est ça, Clémence. Ce qui est dans le groupe se traite dans le groupe, en effet. Sinon, ça veut dire qu'en fait, on considère qu'on n'est pas une équipe, puisqu'on fait des exceptions, on fait des entorses, on fait des apartés. Non, pas du tout. Tout se traite dans le cadre de l'équipe et pendant le travail d'équipe. Je limite, je vous le disais, au maximum les apartés en dehors des séquences. Si je dois parler avec quelqu'un en dehors du groupe, je révélerai ce qu'on s'est raconté au retour. Vraiment, Des fois, c'est même pour dire des conneries. L'autre jour, je parlais avec un mec, on parlait de foot. Autant te dire que, voilà, mais je suis revenu, je leur ai dit, vous nous avez vu avec machin, on parlait, vous savez de quoi on parlait de foot. Et c'était vrai, on parlait de foot. Bon, tout bêtement, mais en attendant, si je dis pas ça, ils peuvent se dire, tiens, ils sont potes. T'as vu, on les a vus, ils se sont marrés. Et je comprends que les autres puissent se dire, après, attends, le mec, il nous dit qu'il est neutre, qu'il est là pour nous, mais en attendant, il est en train de se marrer comme une baleine avec machin. C'est normal qu'au retour de pause, je leur révèle que, ouais, on s'est marré parce qu'on parlait de foot. Tout simplement. Voilà, c'est tout simple. Et là, au moins, ça permet d'être très clair, très tranquille par rapport aux échanges qu'on a et aux engagements surtout qu'on a pris avec les autres. De rester neutre, de favoriser personne, d'être équitable. Donc, tu vois, pour répondre à ta question, il y a pour moi vraiment une posture très, très ferme, très exigeante à avoir. Plus encore qu'en formation. J'avoue qu'en formation, je ne suis pas à ce point-là. En coaching, c'est juste indispensable. En fait, c'est ça qui est vraiment le changement de paradigme, parce qu'en formation, moi, sur 2 journées, on me demande des conseils et je donne mes conseils, quoi. Et là, du coup, comment est-ce que tu bottes en touche quand on te demande, mais toi, qu'est-ce que tu aurais fait dans ce cas-là? Et quand on te demande des conseils, parce qu'on doit t'en demander plein tout le temps, quoi. Très simple. Très, très simple. Dans ce cas-là, je leur dis, je ne sais pas. Et simplement, mais vraiment, je le fais avec un grand sourire, en vrai. Je leur dis, je ne sais pas. Et ils comprennent qu'ils n'auront pas de conseils parce que je leur ai dit au départ qu'il n'y aurait pas de conseils de ma place parce que je n'étais pas là pour donner des conseils ou dire ce que j'aurais fait à leur place. C'est un simple rappel. Donc, je leur fais un grand sourire, je leur dis, j'en sais rien. Ou je leur dis des fois, j'y connais rien, vous savez, moi, je suis coach. Et voilà, et ça passe. Si tu veux, je n'ai pas besoin d'en dire plus puisque en amont, je les ai prévenus qu'il n'y aurait pas de ma part de conseils, il n'y aurait pas d'influence, il n'y aurait pas de ma part de projet de les emmener vers telle ou telle chose. Donc, je le gère très tranquillement. Et bien évidemment, je suis cohérent et crédible et je m'interdis à ce moment-là d'aller leur donner du conseil. On est là pour faire des constats, à eux de tirer les conclusions, à eux d'opérer les changements nécessaires. Ce n'est pas à moi de faire la transition entre ce que je constate et les besoins de changement, les besoins de nouveaux repères, etc. Moi, je suis là pour fixer un cap, de donner une vision de l'endroit où on veut emmener l'équipe, du potentiel de ce qu'on peut réaliser ensemble. Après, ça leur appartient. Parce que
le truc aussi, c'est que notre job ultime, c'est l'autonomie de l'équipe. Et si je veux les rendre autonomes, il n'y a pas de secret. Il faut que ça se traite à leur niveau, il faut qu'ils se prennent en main, il faut que ce soit eux les acteurs, les premiers acteurs du changement. Nous, on est juste comment dire ça, des catalyseurs, on est juste des étincelles, on est juste des miroirs. C'est ça notre job. Moi, j'emmène personne avec moi, c'est pas mon job. Pas à moi de le faire. Parce que si je fais ça, bah oui, il y aura des résultats. Mais il y aura des résultats à court terme, mais à moyen terme, je sais pertinemment que je n'aurai pas construit les conditions de l'autonomie. Donc mon équipe, enfin leur équipe plutôt, va retomber dans ses travers à la première occasion. Et c'est normal, j'ai pas fait mon job. Je les ai pris en main avant de leur lâcher la main. Mais quand je leur relâche la main, je n'aurai pas permis de marcher tout seul. Ils auront une béquille, ils auront besoin d'une béquille. C'était moi. Demain, ça sera leur chef. Demain, ça sera un autre coach. Demain, ce sera un formateur. Ça sera malheureusement tout ce qui servira de béquille parce qu'ils n'auront pas appris à marcher sans. OK? Oui. Bon, super. La prochaine fois, je vous présente. Ouais, je t'en prie, vas-y. Ouais, j'allais juste dire sur les supports, j'ai peut-être pas imprimé la dernière fois. Est-ce que tu les remets à la fin, après chaque séance? Est-ce qu'on peut les télécharger sur la plateforme où tu nous as mis par exemple les cultures? Je sais plus ce qui est. Je vous ferai un topo, je vous l'enverrai à la fin. Vous aurez un récap comme ça. Je sélectionnerai les slides, j'essaierai de vous les commenter aussi, que vous ayez comme ça un rappel également de ce qu'on a vu ensemble. La prochaine fois, je vous présenterai un exercice pour faire travailler les valeurs d'équipe. Tout à l'heure, je vous ai parlé un petit peu des valeurs. J'ai un exercice que je fais également. Alors, il se fait, je n'ai pas vraiment de séance pour dire je vais faire un exercice là-dessus. Cet exercice, pour moi, il est important et intéressant. Ça fait partie des 10 critères dont je vous ai parlé tout à l'heure, des points de contrôle. Et il y a un exercice, vous le connaissez peut-être d'ailleurs, il est un petit peu connu. Je me suis aperçu que quelques personnes qui le connaissaient, la dernière fois je suis intervenu, ils connaissaient, mais c'est pas grave, on l'a fait quand même. Est-ce que ça vous parle? Un mari, une femme, un passeur, un fou. Tu connais? Merci. Ah oui, oui. Vas-y. Bon. Ouais, on le refera la prochaine fois. Ouais, c'est bien. C'est bien. Alors après, derrière, il y a une méthode à dérouler pour permettre que l'exercice fonctionne à plein. Mais je m'appuie sur un exercice comme ça qui permet au passage comme ça de démontrer qu'en fait, on engage nos valeurs très régulièrement. Ça permet de faire la différence entre l'aspect moral des choses et l'aspect concret, factuel. Bref, on peut ouvrir un sujet autour des valeurs et puis ensuite, on ramène ça au niveau de l'équipe avec une évaluation des valeurs. Mais je vous en parlerai la prochaine fois. On fera l'exercice ensemble. Bon, même si vous le connaissez, c'est pas gênant parce que surtout, ce qui m'intéresse, c'est l'après. C'est pas tellement l'exercice en tant que tel. Je prends celui-là, j'aurais pu en prendre un autre. Mais surtout derrière, comment on le fait vivre et comment en équipe, en fait, ensuite, on s'empare de ce sujet des valeurs qui est essentiel, qui est souvent mal compris d'ailleurs, faut bien le reconnaître. Les valeurs en entreprise, c'est la tarte à la crème. C'est ouais, on a des valeurs. Lesquelles? Je sais pas, moi, elles sont marquées où déjà nos valeurs? Je sais pas, il y a un document. Attends. Ouais, ok, laissez tomber. C'est pas de ça dont je vous parle. Et c'est assez drôle en fait de ramener ça en fait. Attendez, maintenant les valeurs, on va parler ensemble de vos valeurs d'équipe, des choses qu'un observateur extérieur comme moi peut observer et dire ça, c'est une valeur chez vous. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans une équipe et ce sujet des valeurs dans cette boîte, enfin bref, je vous raconterai ça une autre fois. Moi, je leur ai dit, moi, je vais vous dire les valeurs de votre équipe. C'est ça. Pourquoi? Parce que je l'ai vu. Parce que vous me l'avez démontré. Ça, par contre, là, ah ouais, attends, en entreprise, on a cette valeur-là. Je leur ai dit, permettez-moi d'en douter, je n'ai pas observé du tout ça dans votre entreprise. Mais je ne veux pas rentrer dans le débat, je ne veux pas me mettre à dos votre direction surtout. Mais par contre, il y avait une valeur que j'avais remarquée. Parce que concrètement, ils me l'ont fait vivre. C'était une valeur d'accueil. Dans cette entreprise qui était dans une tour en région parisienne, tout le monde se mettait en cadre pour t'emmener jusqu'à l'endroit où tu allais. Dès que tu rentrais dans cette boîte, tout le monde te dirigeait vers la salle. N'importe qui s'interrompait pour dire « Non, mais attends, je t'accompagne, dis-moi, attends, je l'appelle, bouge pas, on va trouver une solution. » Bon, je l'ai dit « Ok, cette valeur-là, vous pouvez la mettre en avant, elle est vraie. Je l'ai constatée, je l'ai vérifiée. Là, ok, celle-là, je veux bien. D'autres, on en discutera. » Donc, c'est ça qui va nous intéresser avec les équipes qu'on a en main. C'est pas tellement le déclaratif. Là encore, le déclaratif, aucune importance. C'est le concret de ce qu'on observe, de ce que tout le monde peut démontrer dans son comportement et qu'il est prêt à défendre. Au prix parfois de choix courageux, au prix parfois de décisions, au prix parfois de renoncement. Là, ok, je leur dis, d'accord,
Là, je veux bien que vous me parliez de valeur parce que c'est vrai. Sinon, c'est du déclaratif et ça n'a aucune importance à mes yeux. OK? Ouais, j'ai hâte de voir comment tu mènes cet exercice parce que pour le coup, moi, je l'utilise pour faire travailler des accords. Comment ils s'écoutent et comment ils se parlent. C'est Parce qu'il faut intéressant. travailler sur la communication, notamment en formation, sur ces Ouais, sujets de ouais. communication, des désaccords, de résolution de conflits. Ouais. Je trouve que cet exercice, il pousse pas à être dans du factice parce que comme ça va toucher des valeurs, il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se Ouais. joue. Mais par contre, le travail des valeurs derrière, j'ai hâte de voir comment tu le mènes. Bah, écoute, c'est intéressant, on pourra en parler, hein, Stéphane, au contraire, ça sera Ah ouais, avec intéressant. plaisir. Alors, j'aime bien d'ailleurs le faire, cet exercice en fin de matinée, parce que Ouais. justement, alors ça continue après, quand on part manger. Ouais, je me doute. J'aime beaucoup cet atelier. Ah, top. Bah, écoute, volontiers. On pourra en discuter. Je suis curieux aussi de savoir comment tu le mènes. Ça m'intéresse aussi de savoir parce que c'est une bonne approche complémentaire et ça m'intéresse bien. OK. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Frédéric. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Comme d'hab, Bonne soirée je à reviens tous. vers vous avec des nouvelles dates. Et puis sur la plateforme, je vous mettrai des compléments sur les choses qu'on observe au niveau des dysfonctionnements d'équipe. Des points de repère pour savoir à quel endroit dysfonctionne une équipe. Et dans ce cas-là, comment nous, on doit intervenir quand on constate ce type de dysfonctionnement. Ok. Parfait. Bonne soirée. À Parfait. bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au Bonne revoir. soirée. Merci. À bientôt. Salut.